Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Au programme aujourd'hui, un plat de résistance, ATTC, le derby madrilène en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Real contre Atlético. Un match à très haute tension, comme toujours entre ces deux-là. On connaît le résultat final, 2-1 pour le Real Madrid et donc une qualification. Mais, et c'est tout l'intérêt, ce score ne dit vraiment qu'une toute petite partie de l'histoire. C'est ça. On va donc décortiquer ensemble comment le Real a pu gagner un match où, paradoxalement, ils ont souvent semblé subir. Exactement. C'est le grand paradoxe de cette rencontre. D'un côté, il y a le résultat, la qualification pour la finale, ce qui est l'objectif principal. Bien sûr. Et de l'autre, il y a la manière, une prestation collective que le résumé qualifie de fragile. Et c'est ce contraste qu'on va explorer. Alors, allons-y. Le début de match est, pour le Real Madrid, un scénario de rêve. On ne peut pas faire mieux. Ah non, c'est certain. On joue depuis à peine 1 minute et l'équipe mène déjà 1-0. C'est un coup franc direct de Federico Valverde, juste à l'entrée de la surface. Un départ canon. Logiquement, à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit que le Real va prendre le contrôle, jouer avec confiance, imposer son rythme. On s'attend à ça, oui. C'est la suite logique. Sauf que c'est là que le match prend une tournure complètement inattendue. Et c'est-à-dire? Ce but, au lieu d'être un catalyseur, il a eu l'effet inverse. Le Real Madrid n'a pas du tout capitalisé sur cet avantage. Au contraire, on a assisté à un recul progressif quasi immédiat. Ils ont laissé le ballon à l'Atlético. Ils ont laissé le ballon, oui. Le bloc équipe s'est mis à reculer. Alors, la question c'est, est-ce que c'était une stratégie délibérée pour jouer en contre ou le signe d'une incapacité à tenir le rythme imposé par l'Atlético? Et les conséquences, on les voit très vite. L'Atlético s'installe dans le camp du Real, prend la possession, et c'est lui qui dicte le tempo du match. Tout à fait. Et la physionomie de la première mi-temps, elle est très claire. C'est une domination territoriale de l'Atlético. Le bloc madrilène est bas, il subit. Et ça pose des problèmes tactiques, j'imagine. Oui, 2 problèmes majeurs. D'abord le pressing, il est décrit comme irrégulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est désordonné, certains joueurs sortent, d'autres non, et ça crée des espaces. Et le deuxième problème? La sortie de balle. C'est lié. Quand vous récupérez le ballon aussi bas, sous pression, la première passe est vitale. Et là, le Real a eu, visiblement, toutes les peines du monde à enchaîner, à se donner de l'air. Donc, domination de l'Atlético, mais, et c'est le point crucial de cette première période, elle reste stérile. Voilà. Ils ont le ballon, ils mettent la pression, mais ça ne se traduit pas par un but. Comment on l'explique? C'est là qu'on touche à l'ADN de ce Real Madrid. Même quand le collectif souffre, les individualités peuvent sauver la mise. Et au milieu de ce déséquilibre, il y a un joueur qui ressort, Jude Bellingham. Son activité, son volume de jeu. Exactement. Son activité a été cruciale. Il a colmaté les brèches, il a tenté de porter le ballon, il a joué un peu le rôle de compensateur pour essayer de masquer les failles de l'équipe. Mais il ne peut pas tout faire. Non, bien sûr que non. Et offensivement, on retrouve un peu le même problème. C'est-à-dire que l'équipe arrive quand même à se créer des situations malgré tout. Oui, mais sans efficacité. Vinicius et Rodrigo ont eu des occasions, mais ils ont manqué de réalisme. C'est tout le danger quand on subit. On a peu d'occasions, donc il faut absolument les mettre au fond. Et il y a le cas de l'avant-centre, Gonzalo Garcia, qui était titulaire. Tout à fait. On nous dit qu'il a fait des appels, qu'il a proposé du jeu sans ballon, ce qui est son rôle. Le problème, c'est qu'il a été très peu servi. Le lien a été coupé. Le lien était rompu, voilà, entre le milieu et l'attaque. Ça montre bien que le problème n'était pas seulement la finition, mais vraiment une défaillance globale de l'animation offensive. On arrive donc à la mi-temps sur ce score de 1-0. C'est presque un petit hold-up pour le Real, vu le match. On peut le dire comme ça, oui. On se dit qu'ils vont corriger le tir en seconde période. Et pourtant, le match reprend sur les mêmes bases, et à la 55e minute, alors que l'Atlético domine toujours, le Real fait le break. Un but qui sort un peu nulle part. C'est la définition même du but à contre-courant. L'action est décrite comme rapide, verticale, et à l'origine, on retrouve qui? Encore Federico Valverde. Toujours lui. Il lance Rodrigo en profondeur, et là, c'est le talent pur qui s'exprime. Le Brésilien élimine 2 défenseurs, et il conclut avec une frappe maîtrisée. C'est l'illustration parfaite de la force de ce Real. Même dominé, il a des joueurs capables de créer un but à partir de rien. À 2-0, on se dit, cette fois c'est bon, le match est plié. On se dit ça, oui, mais on a tort. Parce que la réaction de l'Atlético est foudroyante. Immédiate. Le Real n'a même pas le temps de savourer. 3 minutes. Seulement 3 petites minutes plus tard, l'Atlético réduit le score. Et là, tout est relancé.
Et l'analyse de ce but encaissé est très intéressante. L'action part d'un côté où le pressing madrilène est jugé insuffisant. Donc le centre part facilement. Le centre part sans opposition. Et dans la surface, c'est Sorloth qui s'impose de la tête au second poteau. Ce but, il met en lumière deux choses. Une passivité défensive sur les côtés et une certaine faiblesse dans le jeu aérien. Et une fébrilité mentale aussi. Ah oui, mener 2-0 et encaisser un but si vite, c'est un signe clair de cette gestion imparfaite dont on parlait au début. À 2-1, le match change complètement de dimension. La pression de l'Atlético, qui était déjà forte, devient une vraie tempête. Oui, l'entrée de Griezmann leur donne un second souffle. Julián Alvarez devient de plus en plus dangereux. C'est une fin de match qui a dû être irrespirable pour les supporters du Real. L'équipe doit faire le dos rond pour tenir ce score. C'est exactement ça. Et c'est là, dans ce moment de souffrance maximale, que le dernier rempart du Real entre en scène. Thibaut Courtois. Si l'équipe a tenu, ce n'est pas grâce à une nouvelle solidité défensive, mais bien grâce à lui. Il a été décisif, il a fait plusieurs arrêts cruciaux dans cette fin de match. On est passé d'une victoire qui pouvait être gérée à une victoire sauvée in extremis par des exploits. C'est un point clé. Sans un grand Courtois, le résultat aurait sûrement été différent. Probablement, oui. Et dans cette fin de match tendue, il y a un joueur qui a un peu cristallisé les difficultés du Real, Vinicius. Un match très difficile pour lui, en effet. On a déjà mentionné son manque d'efficacité, mais le rapport pointe aussi son manque d'implication défensive, notamment sur le but de l'Atlético. Oui, c'est vraiment le double problème de sa prestation. Non seulement il ne tue pas le match quand il peut, mais en plus, son repli défensif est insuffisant sur une action capitale. On le voit sortir frustré d'ailleurs. Oui, après plusieurs échanges tendus avec ses adversaires. C'est l'image d'un joueur majeur qui est passé à côté et qui n'a pas su aider son équipe, ni pour faire le break, ni pour préserver l'avantage. Ce qui nous amène à la conclusion. Le coup de sifflet final retentit, le Real gagne 2-1, il se qualifie. C'est ça l'essentiel. C'est ce que l'histoire retiendra. Mais derrière ce résultat, l'impression qui reste, c'est celle d'une immense fragilité. Une victoire obtenue sans maîtrise, dans la douleur. C'est le bilan parfait. Une victoire qui repose sur deux piliers. Des éclairs de génie pour marquer les buts. Et un gardien héroïque pour ne pas en encaisser plus. Voilà. Et entre les deux, il y a un grand vide en termes de contrôle, de sérénité. Le Real a gagné sans dominer. Alors qu'est-ce qu'on retient de ça pour la finale? Parce que cette qualification, elle offre un classico contre le FC Barcelone. Et là, le niveau d'exigence ne sera pas le même. Cette demi-finale, c'est une sorte d'avertissement en fait. Un très sérieux avertissement, oui. On ne peut pas se permettre d'afficher autant de lacunes collectives et de subir à ce point face à une équipe comme le Barça. C'est presque un rappel à l'ordre. Le talent individuel peut sauver un match, mais pour gagner un titre, il faudra une prestation d'ensemble bien plus aboutie. Ce qui nous laisse avec une question finale. Une pensée qui reste en suspens après cette discussion. Je vous écoute. Cette capacité à gagner sans bien jouer, en s'appuyant sur des exploits et un gardien, est-ce qu'on doit y voir une force de caractère, la marque des grandes équipes qui trouvent toujours un moyen de gagner? Ou alors, Ou est-ce, au contraire, une fragilité structurelle? Une sorte de sursis avant qu'un adversaire plus réaliste ne vienne punir tous ses manques? la question est parfaitement posée. Est-ce un modèle de réussite qui peut durer ou une recette qui va finir par trouver ses limites? C'est tout l'enjeu de cette finale. Ce match contre le Barça, ce ne sera pas juste une bataille pour un trophée. Ce sera un véritable test pour révéler la vraie nature de ce Real Madrid. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre le match, n'hésitez pas à laisser un like, ça soutient énormément notre travail. Pensez également à vous abonner à l'œil du match pour retrouver tous nos débriefings détaillés sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Et bien sûr, la parole est à vous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette performance du Real et quelles sont vos attentes pour le Classico en finale. Merci de nous avoir écoutés.